La plus grande responsabilité des pays musulmans est de corriger l'image de l'islam dans l'opinion publique mondiale, de se lever contre l'idéologie et le discours de la violence propagée par les mouvements djihadistes armés tels que le groupe État islamique, propos tenus en toute fin d'année dernière par le président iranien Hassan Rouhani. Propos que notre invité du jour, qui sait, va peut-être reprendre à son compte, lui qui vient de sortir un livre pour expliquer l'islam pour qu'on le comprenne mieux. Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Londres jusqu'à 8h. Vous êtes islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Et donc vous publiez, je l'ai dit, ces jours, un livre intitulé Le génie de l'islam. Un livre qu'on imagine a priori plutôt destiné aux non-musulmans. Vous le dites, c'est ni un ouvrage apologétique, ni un ouvrage provocateur. Est-ce qu'il est là aussi, pour reprendre les propos de M. Rouhani, destiné à corriger l'image de l'islam dans le monde ? Écoutez, c'est un livre qui est pour les deux publics, si j'ose dire. Il est pour le public musulman parce que, de la même façon que je présente le génie de l'islam, c'est-à-dire une religion en même temps qu'une civilisation qui a traversé l'histoire avec d'énormes contributions au patrimoine de l'intelligence et de l'art et de la pensée humaine, autant il faut regarder nos propres contradictions, et le livre est en même temps un appel aux musulmans à regarder de façon critique leurs propres contradictions entre les principes qu'ils annoncent et puis les pratiques, que ce soit dans la violence dont vous venez de parler, mais également dans nos pratiques quotidiennes, c'est-à-dire la question des femmes, la question de la confusion entre la religion et la culture. Et d'un autre côté, je suis un Européen de confession musulmane, je voyage à travers le monde et je m'aperçois que aujourd'hui, l'image de l'islam est très négative, on le sait, pas simplement en Occident, même parfois dans les sociétés africaines, dans les sociétés asiatiques. Il y a un vrai travail d'explication parce que les événements sur la scène internationale nous poussent à dire ce que l'islam n'est pas. Il faut comprendre aussi ce que l'islam est, ses fondements, sa spiritualité, qui est un appel très profond, et en même temps un certain nombre de ses objectifs aussi, de ce que cette religion dit sur la conception de l'homme et du monde. Vous dites la confusion entre religion et culture, c'est très intéressant. Pour vous, c'est pas la même chose. Par exemple, posons la question ainsi, pour vous, la religion doit être et est essentiellement une affaire privée, Tariq Ramadan ? Elle peut l'être sur un certain nombre d'éléments, mais d'un autre côté, quand on est juif, chrétien, musulman ou même hindou ou bouddhiste, bien entendu que nous sommes portés par une éthique. Cette éthique, elle va avoir une visibilité publique, donc c'est pas forcément l'imposition de dogmes, ça ne doit pas être l'imposition de dogmes. Quand on dit que la religion est une affaire privée, c'est que ce en quoi on croit, nos interdits, nos obligations, nos dogmes, eh bien ceci, on va les vivre dans sa sphère privée, mais quand on est dans une pratique et une éthique, quand on a à voir, par exemple, avec la transparence, l'honnêteté, le service de l'humanité, voire même aussi des choses qui nous concernent nous personnellement, la pudeur ou une sorte de politesse qui est aussi un enseignement religieux, eh bien ça va se voir sur la sphère publique. Ce qui est important dans la sphère publique, c'est que chacun puisse vivre ses convictions sans rien imposer à d'autres. Ce qui est important dans la sphère publique, c'est qu'il n'y ait aucun dogmatisme et aucune imposition de la pensée ou de principe que l'autre ne partagerait pas, par exemple. Alors l'image de l'islam, pour beaucoup, c'est l'image liée à la violence qui prévaut au Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie. On a eu des attentats en Turquie, encore en Indonésie il y a quelques jours. On en viendrait presque à croire que cette violence est indissociable de l'islam, et vous dites évidemment ce n'est pas le cas, Tariq Ramadan. Bien sûr, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Il faut regarder aujourd'hui, d'abord quand on parle d'une religion et quand on parle d'une histoire, il faut regarder la religion dans l'histoire. Et Dieu sait que pendant des siècles, la religion musulmane a été le terreau de l'intelligence, de la passation des idées, de l'art, de l'expression. Avant-hier, il y a 2 ou 3 jours, cet attentat à Istanbul, il est à côté d'une mosquée dont on sait qu'elle est le centre de toutes les visites du monde pour son esthétique, pour ce qu'elle a représenté au moment du règne de Sulayman le Magnifique, qui était un terreau de la pensée. Donc l'islam, c'est ça aussi. Donc on peut regarder dans l'histoire cette image, c'est-à-dire soit on oublie ce que représente la mosquée bleue et on ne regarde que celui qui s'est explosé sur la place et on dit l'islam est violence, soit on a la double perspective et on se dit celui qui s'est explosé sur la place, trahit ce qu'il dit vouloir défendre, il trahit ce que, d'abord après il faut faire l'enquête et tout ceci pour qu'on sache qui il est, au nom de quoi il le fait, mais en l'occurrence toute cette violence aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis dans le livre et je le répète depuis des années, mais dans le livre
livre, j'ai pris une position extrêmement claire et qui va dans le sens de ce que vous avez rappelé du président iranien, mais il est de loin pas le seul à le dire. Ça fait 20 ans que nous sommes nombreux à dire nous devons prendre une position claire sur la violence et sur le fait de tuer des innocents, que ce soit le fait de musulmans, comme ce soit le fait de n'importe qui sur la terre. Ceux qui se font exploser avec des ceintures, ceux qui tirent à la Kalachnikov sur de simples citoyens, ce sont de simples criminels ou ce sont des musulmans criminels, ce sont des musulmans tout court? Quel est votre point de vue? Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que pour moi, c'est un acte criminel, mais quand celui qui le fait s'appuie sur des textes religieux, il faut que ceux qui sont de cette religion comprennent qu'ils ont le devoir moral de répondre, de dire en quoi ceci ne peut pas être accepté, que ceci doit être condamné au nom même des principes que lui dit défendre, ou que elle ou que l'organisation. Donc Daesh, Boko Haram et tout ceci sont des gens qui utilisent le religieux et qui, de ce point de vue-là, font des choses qui sont innommables. Nous devons tous faire ce travail. Encore une fois, je ne veux absolument pas me positionner comme celui qui est un musulman sur la défensive. Moi, je pense que nous devons tous, vous comme moi, à partir de ce qui se fait au nom de nos principes, prendre des positions. Quand, par exemple, nous, gouvernements, au nom des droits de l'homme, partent faire campagne et déclarer la guerre à des peuples qui n'ont rien demandé, il faut que nous tous, nous relevions en disant, non, au nom des droits de l'homme, on ne va pas tuer de l'innocent. Au nom des droits de l'homme, on ne bombarde pas. Au nom des droits de l'homme, on ne regarde pas un peuple mourir de faim comme en Syrie, ou au nom de la non-ingérence. À partir d'un certain moment, nous avons tous le devoir de l'attitude autocritique et critique par rapport à ceux qui disent défendre nos principes et qui les trahissent quotidiennement. Je voulais vous interroger sur ce qu'a dit Olivier Roy, et d'ailleurs c'était sur notre antenne, vous le connaissez évidemment, même si j'imagine que vous ne partagez pas tous ses points de vue, il connaît bien l'islam on partage aussi. Beaucoup. On partage beaucoup de points de vue. Oui. Lui disait, par rapport notamment aux auteurs des attentats du 13 novembre, ce ne sont pas des musulmans radicalisés, mais on assiste plutôt à une islamisation de la radicalité. D'abord, ce sont de jeunes radicaux, de jeunes laissés pour compte, et qui ensuite mettent un peu de vernis islamique sur leurs actes. Êtes-vous d'accord avec ça ? Pas tout à fait. Je pense que c'est d'abord une analyse extrêmement intéressante parce que ce qu'il met d'abord en évidence, il faut faire attention à ce que la revendication islamique d'un acte n'essentialise pas les choses. Sur ce point-là, il a raison. Maintenant, quand on regarde le profil des jeunes, quand on regarde ce qui est en train de se passer, ce sont même pas des jeunes qui étaient radicaux. Je veux dire, ils ne sont même pas radicaux. Ils sont en rupture sociale. Alors ça, il le dit d'une certaine façon. Ce qui conduit à une forme de radicalisation quand même, cette rupture. Pas vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dans les profils qu'on a étudiés, et moi j'ai eu à étudier ces profils depuis 2001, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose qui est l'utilisation d'un référent religieux et de quelque chose qu'on peut appeler en mauvais français, mais un dévissage qui peut parfois se dérouler sur 2 semaines, 3 semaines, 2 mois. Vous savez que 92% de ceux qui sont impliqués, ils ont une pratique qui est de l'ordre de 2 mois. Donc ça ne veut pas dire simplement que l'islam viendrait s'ajouter à une radicalité. Ils n'ont même pas de profil radicaux auparavant. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans la radicalité politique, ils sont pas dans la radicalité de la fracture. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie qu'il va bien falloir un jour analyser très très profondément. Mais pourquoi l'islam intervient à ce moment-là, Tariq Ramadan ? Écoutez, l'islam intervient à ce moment-là parce que effectivement, que ce soit sur les réseaux internet, que ce soit sur l'image aujourd'hui que l'islam peut avoir dans le monde, et puis que ceux qui entrent dans cet islam ou qui vivent une frustration sociale ou qui vivent une frustration par rapport à leur reconnaissance, et c'est vrai pas forcément pour des jeunes qui sont dans les milieux défavorisés. C'est là que ça flanche un peu l'analyse de Olivier Roy, c'est qu'on a vu aussi en Angleterre, on a vu aux États-Unis des gens qui étaient extrêmement bien formés, qui n'étaient pas du tout dans l'ordre de la frustration sociale. Et bien, de ce point de vue-là, à un moment donné, l'utilisation de l'islam ou la propagande, parce qu'il faut aussi dire que ceux qui sont sur Internet sont des experts en matière de propagande et en matière de lavage de cerveau. Moi, j'ai eu des témoignages de jeunes qui ont été dans ces réseaux-là à partir d'Internet. Eh bien, il faut vous dire qu'ils sont extrêmement habiles et extrêmement bien formés à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc la religion peut être utilisée comme un facteur identitaire, comme nourrissant une frustration, comme une opposition, mais s'il est vrai qu'on ne peut pas
tout réduire à l'islam et que là il y a une essentialisation qui est fausse, je ne pense pas qu'on puisse simplement dire qu'on a affaire à des radicaux sur le plan strictement social. Est-ce que vous feriez, vous, une différence en termes de violence entre la résistance armée à une oppression, une lutte nationale et les actes de terreur pure? Je veux dire, comment résumer la question? Mais au fond, est-ce que la violence d'un petit enfant, d'un adolescent palestinien de Gaza, opprimé, etc., qui vit sous occupation, serait plus légitime que celui qui va tirer à la Kalachnikov sur une terrasse de Paris? Pardon de poser la question ainsi, Tariq Ramadan, mais quelle réponse y apporter? J'espère que vous, comme moi, nous faisons la différence entre la résistance légitime à l'oppression et puis le fait de tirer sur des innocents. En fait, si je devais faire une petite... Eux disent que c'est la même chose, au fond, hein. Ben oui, mais qui le dit? Je veux dire, même le gouvernement israélien dit la même chose. Il dit, nous avons affaire aux mêmes terroristes dans les territoires occupés que vous avez dans les rues de Paris ou dans les rues de Beyrouth ou autres. Il y aurait une violence légitime? Il y aurait une violence légitime? Non, il y a une résistance légitime. Il y a une résistance légitime, et c'est ce que je dis, moi, par rapport à la question palestinienne. Autant la résistance palestinienne est légitime, autant les moyens qui sont utilisés doivent être éthiques. C'est-à-dire que je suis contre le fait qu'on s'en prenne à des innocents, des civils israéliens. Pas de terrorisme armée. Voilà, je veux dire que ça c'est clair, mais quand vous avez des militaires qui sont en territoire occupé, quand ils occupent un pays, quand ils vous empêchent par des murs de pouvoir vivre et qu'ils sont dans la survie, aujourd'hui Gaza c'est une prison à ciel ouvert, ben, la résistance elle est légitime. La résistance des Irakiens elle est légitime à l'intrusion des Américains qui ont menti et qui ont produit avant d'y entrer 1 million de morts, puis ensuite 500 000 morts. C'est normal qu'on résiste. Maintenant, il faut que les moyens de la résistance ne ciblent pas des civils et des innocents, mais elle est légitime. Et j'espère que vous, au nom de votre histoire, au nom de l'histoire de l'Europe, au nom de l'histoire de la Suisse, ceux qui ont résisté à l'oppression sont légitimés. Ils sont nos justes, au fond. Nos justes, qui sont-ils dans l'histoire? Ceux qui ont dit non à l'oppression et au nazisme et même à la colonisation. À partir d'un certain moment, il ne faut pas commencer à mettre tout le monde dans le même paquet et légitimer des politiques de colonisation et se taire, par exemple, sur ce que nos États ont fait en Irak, nos États sont allés faire en Libye, nos États sont allés faire en Afrique, en disant ah ben de toute façon tous ceux qui nous résistent sont des terroristes. Ah ben attendez, non mais ça va pas, on peut pas dire ça. En même temps, on a une mémoire courte parce que pendant des années, aux États-Unis comme dans les cercles européens, on disait que Mandela était un terroriste. Ah ben, les mots se distribuent en fonction de nos intérêts. Ça peut pas être. Un des autres problèmes majeurs de l'islam contemporain, dites-vous Tariq Ramadan, c'est celui d'idéaliser le passé, d'oublier et dès lors d'imaginer des solutions pour le présent, avec pour corollaire une posture victimaire qui transforme les musulmans non en sujet mais en objet de l'histoire, histoire avec un grand H, et de la perception d'autrui. Cette idéalisation du passé, c'est notamment l'apanage des mouvements salafistes. Comment la combattre ? Oui, alors ça je prends tout un chapitre à la fin du livre pour parler de ces défis qui sont les nôtres et dont vous venez de parler, ceux justement qui consistent systématiquement quand on parle d'islam en disant nous furent tellement grands dans l'histoire, il faut nous considérer comme grands maintenant. Les salafis font exactement la même chose. Le problème des salafis, c'est que ils idéalisent les modèles du passé et ne respectent et confondent ceci avec les principes du passé. Or, ce que je dis de ce point de vue-là, il faut préserver les principes du passé, mais il n'y a aucun modèle du passé qui puisse correspondre à notre monde aujourd'hui, parce que le monde est devenu complexe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord beaucoup d'éducation. Il faut, vous savez, réconcilier les musulmans avec la pensée critique, avec la pensée créatrice, avec la liberté intellectuelle. Ce dont les sociétés majoritairement musulmanes ont besoin aujourd'hui, c'est beaucoup plus de liberté intellectuelle. Donc ça veut dire d'éducation, de capacité d'espace pour la société civile d'être critique. Tout ce qu'on ne trouve pas dans les États du Golfe, pardonnez-moi, par exemple l'Arabie Saoudite. Tout ce qu'on trouve dans l'Arabie Saoudite, le Qatar s'ouvre, mais c'est la même chose. Les Émirats, c'est exactement la même chose, mais pas seulement. Dites l'Égypte, dites encore aujourd'hui, on est dans une situation de régression aujourd'hui en Tunisie. Ça a été relevé par Amnesty International avant-hier. On est dans une situation extrêmement difficile dans tous les États arabes et dans les sociétés majoritairement musulmanes. Ce travail critique et surtout l'investissement dans l'éducation est tout à fait insuffisant. Donc il faut qu'on soit extrêmement clair. Ça commence là, le travail autocritique.
artistique. Et ça commence aussi, pour nous, c'est ça, être sujet de son histoire. C'est effectivement pouvoir avoir une pensée libre, critique, qui pose des questions et qui surtout est l'espace d'apporter de nouvelles réponses, une créativité intellectuelle, voire artistique et culturelle, qui aujourd'hui est un manquement fou. Dans un précédent livre sur ce qu'on a appelé les printemps arabes, je disais, mais tant qu'on n'aura pas résolu la question économique, mais aussi la question culturelle, c'est-à-dire si vous voulez, la célébration de soi par la langue, par la culture, par la créativité artistique, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, nous sommes loin de ce compte.